Monsieur Robert Doucet, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette interview ici à Londres, à la BBC. Vous faites partie du Commonwealth, vous êtes le dernier pays à rejoindre le Commonwealth qui regroupe les pays majoritairement anglophones. Pourquoi ces décisions? Cette décision est importante. D'abord, elle est souveraine. Donc, elle est issue du peuple togolais et du président de la République, le président Faure Gnassingbé, et de son gouvernement. Donc, vous saviez que quand vous prenez le Togo, sur un plan historique, on a toutes les raisons d'être membre du Commonwealth. Parce que le Togo a été divisé après la Première Guerre mondiale, quand l'Allemagne a perdu la guerre. Donc, nous avions des Togolais qui sont devenus des Ghanéens aujourd'hui, donc qui sont anglophones. Donc on a un Togo, des Togolais qui parlent français, comme nous, et des Togolais qui parlent anglais. Après cet aspect historique, il faut remarquer aussi que le Commonwealth est l'une des plus grandes communautés. Il y a plus de 2,5 milliards d'habitants. Donc le souci du gouvernement togolais est de diversifier ses partenaires. Et nous avions pensé que le partenariat, en étant membre du Commonwealth, est un partenariat important. 2,5 milliards d'habitants, avec tout le commerce intra-Commonwealth, est très bénéfique pour le Togo. Voici les raisons à la fois historiques, politico-historiques et économiques qui justifient que le Togo puisse adhérer au Commonwealth. Concrètement, sur le plan économique, qu'est-ce que le Togo a à offrir à cette communauté? Le Togo s'offre lui-même. Le Togo, comme vous le saviez, est un pays qui a beaucoup de potentialités sur le plan économique. Nous sommes le seul pays, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire du golfe de Guinée, qui bénéficie d'un port profond, d'un port à eau profonde naturel de la région. Le Togo est un hub pour les institutions bancaires, un hub pour des compagnies aériennes, et le Togo, qui est dans un environnement plus ou moins anglophone, parce que nous avions un pays voisin, le Ghana, qui est anglophone. Et le Nigeria n'est pas Nous avions loin. le Nigeria, plus de 200 millions d'habitants qui n'est pas loin et qui est anglophone, etc. Et le Togo est une terre d'opportunités pour les hommes et les femmes d'affaires du Commonwealth et anglais qui veulent investir en Afrique de l'Ouest. Sur le plan agricole, d'abord l'agriculture fait partie de du premier point de notre plan national de développement. L'agriculture togolaise, les Togolais dans le milieu agricole sont à peu près les Togolais vivent à 70% des produits agricoles. Donc aujourd'hui, la vision du gouvernement, c'est pas seulement de produire, mais de produire et de transformer. Donc nous produisons et nous voulons, par la nouvelle feuille de route gouvernementale, mettre en place des entreprises pour faire la transformation des produits agricoles. Évidemment, pour résoudre aussi des problèmes liés au chômage. On sait très bien que l'un de vos partenaires traditionnels, le principal, c'est la France. Est-ce que vous êtes en train de tourner le dos à la France, de vous éloigner de la France, ou le partenariat avec ce pays n'est pas si bénéfique pour vous, monsieur le ministre? Non, soyez rassurés, nous ne tournons pas le dos à quelqu'un. D'abord, le Togo n'est pas un objet au service de quelqu'un. Il n'est pas un objet ni au service de la France, ni au service de la Grande-Bretagne. Le Togo est un pays souverain, qui prend des décisions souveraines. Donc nous ne tournons le dos à personne. Nous sommes, par exemple, membres de la francophonie et également aujourd'hui membres du Commonwealth. Le Rwanda est membre de la francophonie, membre du Commonwealth. Le Cameroun est membre de la francophonie, membre du Commonwealth, etc., etc.
Et parlons justement des partenariats sur le plan international. On a assisté à cette situation où il y avait ce que je peux qualifier de pression sur des pays africains pour choisir leur camp. Quand il s'est agi de la guerre en Russie, ils choisissent soit l'Ukraine, soit la Russie. Comment avez-vous vécu en tant que pays africain cette situation? Non, vous saviez, cette question revient très fréquemment. Nous ne sommes pas des enfants. C'est fini. On le dit très gentiment à tous nos partenaires, nous ne sommes pas des enfants. L'Afrique est un continent. Les pays africains sont souverains, tout en condamnant l'inacceptable, qui est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les pays africains aujourd'hui disent qu'ils sont libres de choisir avec qui travailler. Et cher ami, votre ennemi n'est pas mon ennemi. Mon ennemi n'est pas votre ennemi. Donc, parce que nous sommes amis, vous pouviez aider, parler avec l'ennemi, votre ennemi ou mon ennemi, pour qu'on puisse se réconcilier. Donc, nous voulons plutôt que l'issue de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, que ce soit une issue pacifique qui passe par les négociations, qui passe par le dialogue. Donc l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas nous qui parlons en tant que Robert Dussier, mais quand vous voyez aujourd'hui sur le continent, c'est que les Africains ont décidé de prendre leurs responsabilités. Les Africains ne veulent plus être manipulés. Les Africains ne veulent plus servir d'objets ou vous voyez, quelque chose dans les mains de certaines personnes ou certaines puissances pour faire des règlements de compte. L'Afrique veut rester elle-même. L'Afrique veut prendre ses propres responsabilités devant l'histoire. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a ce qu'on appelle la menace djihadiste dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Et la bande du Sahel était plus concernée. Et du jour au lendemain, le Togo a été attaqué. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour mettre fin à cette menace une fois de bon? C'est une question difficile. Je ne saurais vous dire... je ne crois pas que quelqu'un ait une réponse définitive à cette menace. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il y a des problèmes dans chacun de nos pays ou dans chacune de nos communautés qui composent les populations de nos pays qu'il faut régler. Ça, c'est sûr. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous pouviez faire quand vous aviez devant vous des gens qui sont dans une autre vision, une vision de destruction pour la destruction, des gens qui veulent tuer pour tuer? Je crois que c'est très difficile. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais je consens avec vous que c'est une problématique difficile à laquelle il faut trouver une solution, à laquelle je ne sais pas encore. Est-ce que vous pensez que la question ou la réponse militaire est aujourd'hui la seule réponse? Moi, je pense qu'il faut deux approches. Il faut continuer à mettre la pression par les forces, par la sécurité, à donner une réponse militaire pour neutraliser tous les djihadistes et terroristes, mais également parce qu'on connaît les limites de la force militaire. Il faudrait aussi ne pas assumer d'ouvrir une forme de dialogue politique avec tous ceux qui ont pris des armes contre leur propre pays. Parce que, vous saviez, il ne faut pas perdre de vue quelque chose. Aujourd'hui, la majorité de ceux qui sont armés, ces djihadistes, viennent aussi de nos populations. Donc, ce n'est pas des étrangers ou pas forcément des étrangers. Même si à l'origine, le terrorisme était importé, mais aujourd'hui, le terrorisme est porté par les populations locales, une partie des populations locales. Donc, je crois qu'il faut avoir un dialogue politique. Et je précise ici que le dialogue politique n'est pas la négociation pour faire des compromis
au dos des populations, non. Il faut avoir un dialogue politique pour savoir que veulent les djihadistes, que veulent les terroristes, pourquoi prennent-ils des armes contre leur propre pays, contre leur propre nation, et comprendre pour voir comment régler ça. Quand on voit l'exemple de ces pays, comme l'Algérie, comme la Mauritanie, on se dit, mais pourquoi ne pas expérimenter la même chose? C'est pour cela que nous pensons que le passage par le dialogue est un passage obligatoire. On ne peut pas se priver de ne pas dialoguer. Vous avez parlé des jeunes, la majorité de la population en Afrique et dans cette sous-région ouest africaine, ce sont des jeunes. Mais certains, c'est parce qu'ils n'ont pas de perspective de vie. Il y a la question de l'emploi, la question de l'éducation, et parfois ils se laissent facilement séduire par ces groupes. Il faut régler aussi la question de ces jeunes, leur donner espoir, hein, monsieur le ministre. Oui, en fait, c'est toute la question de l'employabilité des jeunes. Il y a des questions sociales importantes dans chacun de nos pays, dans chacune de nos communautés. Donc, c'est la responsabilité de nos gouvernements aussi de trouver des solutions à cela. Et je crois que chaque pays s'y attelle. Chaque pays s'y attelle et soyez rassurés que... Mais si c'était suffisant, ces jeunes ne seraient pas aussi vulnérables, ne seraient pas sans emploi, aussi vulnérables donc, à ces groupes, monsieur le ministre. Oui, je suis d'accord avec vous, mais vous savez, l'origine du terrorisme aujourd'hui, l'origine n'est pas seulement récente. Il y a une origine très lointaine, récente aussi. Donc, on ne peut pas trouver toutes les solutions très rapidement pour régler le problème. Quand vous aviez devant vous des groupes déterminés, parfois des groupes manipulés, parfois des groupes endoctrinés. Donc ce n'est pas seulement le chômage, ce n'est pas seulement le manque d'emploi, ce n'est pas seulement, permettez-moi l'expression en français, l'oisiveté, qui fait que ces jeunes apprennent des armes. Parfois c'est un endoctrinement tel que, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils ont, ils le feront. Mais la responsabilité des gouvernements est celui, par exemple, et celle, donc la responsabilité du gouvernement togolais, est que nous avions, par exemple, au Togo, mis en place plusieurs programmes, plusieurs projets pour aider les jeunes. Donc nous avions différents projets dans le domaine agricole, dans le domaine de la transformation agricole, dans le domaine du digital, etc., pour aider les jeunes à se sédentariser, à avoir un emploi et avoir un espoir. Mais ce n'est pas facile sur le plan continental. Et parlons toujours de la lutte contre le terrorisme et des groupes armés et l'insécurité. Il y a certains pays, si on prend par exemple le Mali, qui fait appel à un groupe qui s'appelle Wagner pour aider le pays à faire face à cette situation. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de ce groupe, que ce soit par le Mali, mais d'autres États africains? Non, mais, cher ami, soyez rassurés que nous ne sommes pas ici pour penser à la place des autres. Nous sommes Togolais. Wagner n'est pas au Togo. Donc nous travaillons avec les États. Mais évidemment, nous sommes conscients que pour réussir efficacement la lutte contre le terrorisme, il faut se donner les moyens pour y arriver. Nous ne pouvons souhaiter que certains pays amis qui travaillent avec les différents partenaires, qu'ils soient publics, étatiques ou privés, puissent arriver à un objectif, celui d'éliminer le djihadisme ou le terrorisme. Comment est-ce que vous vous organisez en tant que communauté pour faire face à la situation? Est-ce que vous pensez que vous avez suffisamment les moyens, les ressources, que ce soit humaines et financières? C'est une autre question difficile. Les ressources sont là, mais tout dépend. Vous savez, l'Afrique de l'Ouest est une région, ce n'est pas un pays. Donc chaque pays a sa politique et a sa réponse, ou a conçu à sa manière sa réponse pour régler tous ces problèmes. Donc c'est difficile sur un plan régional de trouver des solutions. Ce qu'on ne peut, qui est plutôt facile de faire sur le plan régional, c'est qu'en dépit des solutions ou des réponses que chaque pays donne à cette situation, qu'il y ait une coordination, qu'il y ait un partage, qu'il y ait des échanges, autant pour moi, qu'il y ait plutôt des échanges
pour voir comment, de manière collective, on peut résoudre les problèmes de la région. Mais je vous avoue que c'est très difficile. Alors, parlons justement du Mali. Votre pays, le Togo, a été salué pour sa diplomatie dans cette crise entre ce pays et la Côte d'Ivoire après l'arrestation des soldats. Les Ivoiriens parlent de soldats, les Maliens parlent de mercenaires. Comment cette crise a été gérée et pourquoi le Mali a fait confiance qu'au Togo, parce que selon les indiscrétions, les autorités maliennes avaient voulu que seul le Togo résolve cette crise. Monsieur Robert Doucet. Oui, je me réjouis de la précision que vous venez de donner. Non, je crois que le président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, a une politique, celle de parler avec tout le monde. Nous avions la chance qu'au Togo, nous n'avons pas d'ennemis, du moins visibles. Il faut le dire, visibles. Donc le président de la République parle avec tout le monde. Et pendant les moments difficiles de suspension du Mali, de la CEDEAO, etc., le président de la République a gardé le contact avec tous les chefs d'État de la région, dont le président Assimi Goïta. Donc fort de cette compréhension, cette écoute du président de la République togolaise, cette écoute du Togo devant cette crise qui a vraiment créé des problèmes au niveau de la région, les autorités maliennes, le président Assimi Goïta a voulu que le président Faure Gnassingbé puisse, pour des raisons que je viens de vous donner, puisse jouer un rôle de tampon pour résoudre le problème. Mais vraiment, je voudrais ici profiter pour remercier le président Assimi Goïta et remercier le président Alassane Ouattara qui finalement ont trouvé le moyen du dialogue par le Togo, par le président Faure Gnassingbé, pour que ces 49 soldats ivoiriens soient finalement libérés. Ils ont été libérés après 6 mois. C'est le résultat qui compte. Et je pense qu'aujourd'hui, l'apaisement est revenu entre les deux pays, dans la région, et les deux pays, les différentes autorités de ces pays sont en contact et ces autorités se parlent pour une meilleure cohésion bilatérale et sous-régionale. Parlons du Mali, que ce soit le Mali, le Burkina Faso, mais aussi la Guinée, sont des pays qui sont dirigés aujourd'hui par des juntes militaires. Et on se rappelle qu'en décembre dernier, au Nigeria, la CEDEAO avait décidé de mettre sur pied une force contre les coups d'État, les putschs en Afrique. Pourquoi c'est important? Pourquoi avez-vous pris ces décisions, M. Robert Doucet? C'est une décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le constat, c'est qu'en 3 ans, il y a eu 3 coups d'État dans la région. Deuxième constat, c'est que la CEDEAO est en train de régresser en termes de mise en valeur de la démocratie, et les chefs d'État ont pris cette décision. Mais je vous précise que la force n'est pas seulement une force anti-coup d'État, c'est une force à la fois pour lutter contre les coups d'État et également pour lutter contre le terrorisme, in fine. C'est ce qui a été décidé. Mais ça a été décidé sur papier. Maintenant, dites-moi où se trouve cette force, je suis incapable de vous la montrer. Donc, elle n'est pas effective pour le moment? Je suis incapable de vous la montrer. Alors, M. Robert Doucet, par rapport au coup d'État en Afrique, c'est vrai, il y a cette idée, je dirais, puisque ce n'est pas une réalité pour le moment, la CEDEAO elle est muette quand il s'agit des pays, par exemple, où les chefs d'État veulent changer les constitutions pour se représenter, on ne l'écoute pas. Et tout de suite, quand il y a des coups d'État, parce que certains militaires, quand ils viennent au pouvoir, ils estiment que c'est parce qu'on a essayé de détricoter la constitution. Pourquoi la CEDEAO est muette quand il s'agit des chefs d'État qui veulent changer les constitutions pour se représenter? Je vous avoue que le président de la commission de la CEDEAO est mieux placé pour répondre à cette question. Mais en tant que membre de la CEDEAO, je crois que c'est des questions vraiment difficiles. Mais ce qu'il faut faire maintenant,
c'est vraiment de construire des États démocratiques. Des États où ce n'est plus, où ça ne devrait plus être les coups d'État pour régler les problèmes. Parce qu'en général, quand il y a un coup d'État, c'est qu'il y a un problème. Ou dans un cas, c'est des tripatouillages de la Constitution, comme vous le dites, ou dans d'autres cas, c'est la corruption, c'est la mauvaise gestion des deniers publics, etc. Il faudrait vraiment que l'on puisse travailler pour que nos États soient ne soient plus des pseudo-États, soient des vrais États, où les lois seront désormais respectées et les décisions de justice soient respectées également. Donc bref, il faut construire, il faut quitter le stade d'un État pour bâtir ensemble des États de droit. J'ai la certitude, moi-même, que dès lors que nous aurons des États de droit, on ne parlera plus des coups d'État. On va plutôt travailler, comme dans les sociétés occidentales, ici à Londres, travailler pour améliorer la démocratie dans nos pays. Donc c'est un recul malheureux en Afrique et dans la région ouest africaine, mais le souhait est qu'on puisse construire des démocraties plus fortes et construire des États de droit. Alors, parlons toujours des partenaires. On a senti ce que certains qualifient aujourd'hui de sentiment anti-français sur le continent, ou plus précisément en Afrique de l'Ouest, où même certaines populations ont carrément décidé ou bien demandé à la France de partir, même les forces qui aidaient les troupes pour lutter contre les djihadistes ou lutter pour la sécurité dans les pays. Quelle est votre appréciation de cette situation, Robert Lucet? En fait, je n'ai pas de commentaire à faire à ce propos. C'est un peu l'expression de la volonté populaire qu'on remarque ces derniers temps dans la région. Mais je crois que ce qu'il faut éviter, c'est de tomber dans les extrémismes. Il ne faut pas tomber dans les extrémismes. Et il faut plutôt assurer l'indépendance et la souveraineté de nos États. Ça, c'est important, c'est indispensable. Et sous d'autres cieux, on s'efforce à dire que nos pays sont ce qu'ils sont, mais c'est aussi de notre responsabilité de bâtir, de consolider notre souveraineté et notre indépendance. C'est aussi de notre responsabilité d'avoir des armées capables de lutter contre tous les périls. Et souvent, quand certaines de nos armées ne sont pas capables, et puis les partenaires viennent nous assister, on voit les conséquences, donc, comme ce que vous venez de dire. Mais la solution, ce n'est pas que quelqu'un reste ou que quelqu'un parte. La solution, elle est africaine. C'est à chaque pays de bâtir son armée. C'est au continent d'avoir une armée capable de défendre les populations des pays. Il ne faut pas compter sur les armées étrangères. Elles viennent aider quand elles peuvent, mais la meilleure aide qu'on puisse apporter à nos populations, c'est d'avoir des armées capables, dignes, de protéger nos frontières, de protéger nos populations et de lutter efficacement contre le terrorisme. Les partenaires, s'ils viennent pour aider, oui, ils peuvent aider, mais ça se limite à leur aide. Le reste, c'est nous-mêmes qui devons nous battre pour nos pays. Alors, pour finir sur la question des partenaires, il y a un des partenaires, surtout la Chine, qui est présente sur le continent. C'est vrai que sa présence est saluée en termes de partenariat avec des pays, mais dans le même temps, certains estiment que parfois les dettes qui sont, si je prends purement la question économique, les dettes qui sont laissées pour les pays, les générations à venir, ces dettes sont tellement colossales que c'est un piège pour les pays africains par rapport au partenariat que certains sont en train de signer ou signent avec la Chine. Je ne sais pas pourquoi la Chine pose problème à certains. La Chine est en Europe ici aussi. Pourquoi quand elle est en Afrique, elle pose problème? Moi, je pense que c'est un faux débat. La question de la dette dont vous parlez, la Chine est le seul pays à endetter les pays africains. Ceux qui le disent, ils ne nous ont pas endettés. Non, je crois que je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ce que je peux dire, c'est que c'est à nous. Je reviens encore aux Africains, et aux leaders africains de prendre conscience du rôle qu'ils doivent jouer dans chacun de leurs pays, sur le continent et dans le monde. Pour se dire, pour être endetté ou pas endetté, il faut construire son propre pays. Il faut construire sa propre nation et c'est à nous de construire le continent africain. On peut être endetté si la dette doit servir à
faire développer nos populations, pourquoi pas? Les pays européens, même les États-Unis, sont très endettés, mais ça ne pose pas problème. Ils ont beaucoup de dettes, mais c'est qu'ils ont la capacité de régler ces dettes. Le problème que nous avions, c'est que nous n'avons pas souvent la capacité et on va encore quémander. Je crois qu'il faut sortir de cette vision d'une Afrique qui quémande, une Afrique qui souffre, une Afrique qui fait ceci, etc. L'Afrique est tellement riche en femmes, en hommes, en richesses minières, naturelles, que l'Afrique est capable de se prendre en charge, à la seule condition que le leadership africain soit affirmé par les Africains, pour les Africains. Alors, monsieur le ministre, justement, c'est parce que parfois aussi, que ce soit certains dirigeants, mais des pays montrent une image misérabiliste du continent où, sur certaines questions qu'ils peuvent gérer, on fait appel à l'étranger. On voit dans certains pays que jusqu'à présent, en 2023, on a besoin d'ONG, d'associations à l'international pour avoir une case de santé dans certains pays. Or, comme vous l'avez dit, les pays ont les moyens. Pourquoi ça ne se fait pas, justement? Je ne peux pas répondre à la place de tout le monde. Ce que je vais vous faire, je vous invite à venir au Togo et vous allez voir que le Togo est en train de changer dans cette nouvelle vision d'une nouvelle Afrique. Robert Doucet, merci d'être venu ici à notre siège, le siège de la BBC à Londres. Merci. Merci à vous. Merci.